Alors, je vais répondre à votre question. Pourquoi ces gens dirigent et pas les vrais chefs? Mais d'abord, je veux vous donner des analogies historiques. Comment savez-vous que ce que je dis est correct? Regardons certaines analogies dans l'histoire. Sparte. Sparte est l'une des sociétés militaires les plus célèbres. C'est une cité-État de la Grèce antique. Vous avez peut-être entendu parler de Sparte. Un film a été fait, 300. Vous l'avez peut-être vu. Le film 300 raconte l'histoire de 300 soldats spartiates qui affrontent des centaines de milliers de soldats perses. La Perse envahit la Grèce continentale. Ils combattent aux Thermopyles. La bataille des Thermopyles, c'est le passage vers la Grèce. Les Grecs doivent tenir cette position pour empêcher l'invasion. 300 Spartiates, soutenus par des milliers d'autres soldats grecs, font une dernière résistance dans ce passage. Ils sont submergés par l'invasion perse, et plutôt que de fuir comme la plupart, les 300 livrent un ultime combat. Leur chef est Léonidas, et il leur dit « Nous combattrons jusqu'à la mort ». Ils se battent tous jusqu'à la mort et sont massacrés. Les Perses décapitent Léonidas et mettent sa tête sur une pique pour avertir les Grecs de leur cruauté. Finalement, les Grecs, inspirés par le sacrifice de Léonidas, repoussent l'invasion et détruisent les envahisseurs. Alors, comment obtient-on cette culture? Le système éducatif spartiate est vraiment intéressant et perturbant. Les jeunes garçons de 5 ou 6 ans sont arrachés à leur foyer et placés dans une école dirigée par des garçons plus âgés, de 10 ou 11 ans. Et comme vous l'imaginez, les plus grands frappent les plus petits sans relâche. Pas d'éducation, on n'apprend rien. Les grands se contentent de tabasser les petits. C'est ce qu'on appelle le bizutage. D'ailleurs, ça arrive beaucoup dans les fraternités et les équipes sportives. Se faire brutaliser crée de la solidarité, de la fraternité. Ces jeunes garçons de 5 ou 6 ans apprennent à s'aimer, car seule l'entraide leur permet de survivre à la brutalité. Ensuite, quand ils atteignent 11, 12, 13 ans, à la puberté, c'est très intéressant, ils sont pris en charge par un mentor. Un soldat spartiate plus âgé, de 28, 29, 30 ans, qui a déjà une famille. Ils deviennent amants, ils ont des rapports sexuels. Et cela renforce la solidarité du groupe. Pendant la phase de bizutage, ces jeunes garçons apprennent à se faire confiance et à tisser des liens entre eux. Ils apprennent à faire partie d'un groupe plus large. Puis quand ils ont 18 ans, ils sont diplômés. Et pour être diplômés, voici leur mission. Les Spartiates ont des esclaves appelés ilotes. Ce sont des gens qu'ils ont conquis et qui travaillent dans les champs. Ce sont des serfs. Il y a beaucoup de règles qui régissent les ilotes. Une règle importante, c'est le couvre-feu. Quand il fait nuit, on ne peut pas être dehors. Si on est dehors la nuit, on peut être exécuté. Alors, pour leur mission de fin d'études, ces jeunes soldats se cachent dans les champs la nuit. Ils se cachent et attendent que le soleil se couche. Quand il fait noir, ils guettent les ilotes en retard. Ils se glissent derrière eux et leur tranchent la gorge. C'est du sacrifice humain. Les Spartiates faisaient ça aussi. C'est très courant et ça crée la cohésion du groupe, qui mène à la synchronicité.
Il y avait des milliers de cités-États en Grèce. Seul Sparte faisait ça, et tout le monde trouvait Sparte dégoûtante. Mais ça maintenait l'unité de Sparte. Ça en a fait la puissance militaire dominante de la Grèce à cette époque. Ensuite, Thèbes, une autre cité-État de Grèce, a copié le système spartiate, mais de façon volontaire. À Sparte, il fallait être de l'élite pour en faire partie. Mais à Thèbes, n'importe qui pouvait rejoindre le système. Ils l'appelaient le bataillon sacré, 300 soldats. Et ils étaient, là aussi, des amants. Mais c'est important que vous compreniez. À cette époque, le concept d'homosexualité n'existait pas. C'était parfaitement admis. Personne ne s'en souciait. Cela vient bien plus tard, à l'époque moderne. À cette époque, ce n'était pas considéré comme un concept. Si vous êtes en campagne pendant des années sans femme, vous avez des rapports avec d'autres hommes, c'est naturel. Ça ne fait pas de vous un homosexuel. Alors, le bataillon sacré de Thèbes est devenu la puissance militaire dominante après Sparte. On l'appelle le bataillon sacré. Ils étaient l'avant-garde, la pointe de lance. Ils étaient les premiers au combat, et si féroces que leurs ennemis prenaient la fuite. Ensuite, la Macédoine a copié le système thébain. Le macédonien le plus célèbre. Vous connaissez le nom? Alexandre le Grand. Son père est Philippe II. C'est Philippe II qui a bâti la plus grande armée du monde. Et c'est son fils Alexandre qui prendra cette armée pour conquérir la Perse. On verra ça plus tard. Mais Philippe II a tout appris de Thèbes. Au début, la Macédoine et Thèbes étaient alliés, mais Philippe était très ambitieux. Il voulait conquérir toute la Grèce. Et en 338 avant notre ère, à la bataille de Chéronée, la Macédoine affronte les forces combinées de Thèbes et d'Athènes, et la Macédoine les a écrasées, car elle avait copié le système de Sparte et de Thèbes. À ce stade, la Macédoine aurait dû anéantir toute l'armée, mais quand tout semblait perdu, le bataillon sacré s'est tenu au milieu du champ de bataille et a bloqué la charge macédonienne pour que tous les autres puissent se replier dans les cités. Ils ne craignaient pas la mort. Seul l'honneur et le sacrifice comptaient. Et c'est comme ça qu'on crée la plus grande armée du monde. Vous suivez? Ces analogies historiques donnent du crédit à notre expérience de pensée. Alors maintenant, on va examiner une question. Pourquoi ce système fonctionne-t-il?